Chers auditeurs et auditrices de Kadooda FM, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale Kichui Chaye, une émission dédiée à l'entrepreneuriat rural et à la jeunesse dynamique au Burundi. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre d'une organisation qui, depuis 15 ans, trace un chemin exemplaire dans la promotion de l'entrepreneuriat, l'accompagnement des jeunes et le développement des chaînes de valeur agricoles au Burundi. Cette organisation, c'est bel et bien BBN, Burundi Business Incubator, une référence nationale en matière d'incubation, d'innovation et de formation entrepreneuriale. De Gitega à Kirundo, en passant par Ngodi et Rumongue, BBN a marqué de son empreinte des milliers de parcours de jeunes, de femmes et de producteurs, artisans, grâce à des programmes adaptés aux réalités locales. Dans cette émission, nous mettons un coup de projecteur sur l'un de ces projets phares, le PADAN, projet d'appui au développement agricole pour la nutrition et l'entrepreneuriat en milieu rural. Un projet qui a valu environ 29 millions d'euros durant tout un quinquennat de 2020 à 2025, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burundi. Et pour ce, BBN, avec ses partenaires, a fait éclore des talents exceptionnels dans des domaines aussi variés que la transformation agroalimentaire, la production ou encore l'aviculture. Et justement aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir un invité de marque, le directeur de BBN, un homme de vision et de terrain qui nous parlera de ce parcours de 15 années au service du développement économique et de l'accompagnement entrepreneurial. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci beaucoup, ça va très bien. Vous pouvez un peu vous présenter? Oui, avec plaisir. Mon nom c'est Pierre Claver, mon ami. Je suis le directeur exécutif de BBN. Ça va faire 15 ans. Et voilà, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et si on parle de BBN, qu'est-ce que BBN réellement sur le sol burundais? Alors, on se définit comme le premier incubateur d'entreprises au Burundi. Parce que depuis, il y en a eu d'autres. C'est une structure dont l'objet est de favoriser, en tout cas de soutenir le jeune. Quand je dis jeune, ce n'est pas seulement jeune en âge, mais c'est toute personne qui voudrait démarrer une entreprise, qui voudrait proposer sur le marché un produit, un bien ou service, pour bien sûr viser son profit personnel, mais aussi pour impacter, pour donner de l'emploi aux jeunes, mais aussi pour payer des impôts au gouvernement. Donc le BBN est là parce que c'est la première fois, en tout cas avant on avait des chambres de commerce, des associations d'entrepreneurs, femmes entrepreneurs notamment, mais on n'avait pas une structure, un incubateur, une pépinière d'entreprise, un centre de développement de l'entrepreneuriat. C'est selon les contextes, mais sinon le BBN est un incubateur, ça veut dire qu'il vous aide à démarrer votre entreprise, à la pérenniser dans la durée. Merci beaucoup. Et si on parlait des 15 ans que vous venez de passer sur le sol burundais, quel a été réellement l'impact? Merci. Avant de parler d'impact, effectivement, il faut remonter dans le temps. À l'époque, le défi, bon, il n'a pas changé depuis, mais le défi c'était que le gouvernement du Burundi, sortant de crise de 10 ans de guerre, avait besoin d'un appui budgétaire parce qu'il n'y avait pas assez d'entreprises pouvant contribuer au trésor public pour, disons, des dépenses d'investissement et de fonctionnement. Et il y avait aussi, comme je disais, c'est valable aussi pour aujourd'hui, il y avait une pénurie d'emplois, un chômage endémique. Les jeunes qui sortent des universités ou des écoles techniques ne pouvaient pas trouver de l'emploi au niveau du gouvernement, au niveau d'entreprises. Normalement, les jeunes sont embauchés par justement les entreprises qui, eux, ont besoin de facteurs de production pour produire et proposer sur le marché des biens et services. Alors, comme il n'y avait pas assez d'entreprises ou assez d'emplois, eh bien, il fallait bien soutenir les entreprises pour que voilà, ils puissent créer de l'emploi. Maintenant, qui pouvait le faire? Alors,
le gouvernement avait besoin aussi d'être soutenu. C'est à l'époque donc que grâce à un appui technique et financier de la coopération néerlandaise qui donnait un appui budgétaire au gouvernement, s'est dit, bon, ça, c'est pas durable. On ne peut pas soutenir le gouvernement pendant trop longtemps. Il faut bien qu'à un moment donné, le gouvernement puisse compter sur ses propres entreprises, petites et moyennes entreprises surtout. Alors, avec l'appui de la coopération néerlandaise, donc, des structures privées du Burundi, les chambres de commerce, les banques, les microfinances, se sont dit, bon, on va favoriser la création d'un premier incubateur d'entreprise. C'est ainsi que le BBN a été créé en 2010. Le lancement officiel, c'était le 4 novembre 2010 par le vice-président de la République, par l'ambassadeur des États-Unis, par l'ambassadeur du gouvernement néerlandais des Pays-Bas. Et voilà, donc c'est là où... Et depuis, vous me posez la question d'impact, combien d'emplois ont été créés, combien d'entreprises ont été créées. Eh bien, première chose, on avait comme mission. Notre mission, c'était vraiment de susciter, de nourrir l'esprit entrepreneurial, de renforcer l'esprit entrepreneurial et maintenant de donner des outils, des compétences techniques et managériales à des créateurs d'entreprises. Maintenant, non seulement on a réussi à ce niveau de susciter l'esprit entrepreneurial et de le nourrir, eh bien, on a eu aussi d'autres structures qui, depuis, ont vu le jour et qui nous ont emboîté le pas. Et on est donc fiers d'avoir été le premier incubateur d'entreprise. Maintenant, il y a des accélérateurs d'entreprise, il y a des hubs d'entreprise, il y a des... Voilà. Et il y a même aussi le gouvernement qui nous a rejoints avec le paillage. Donc, des milliers d'emplois ont été créés grâce à BBIN, pas seulement BBIN, grâce aussi aux autres structures comme Paillage, comme Boujahab, pour n'en citer que cela, Maison de l'entrepreneur, et ainsi de suite. Mais évidemment, c'est grâce à l'appui budgétaire des projets, notamment le PADAN que vous avez cité, mais il y en a eu d'autres. Donc, au bout de 15 ans, pour répondre à votre question à la fin, au bout de 15 ans, nous pouvons vraiment nous targuer d'un grand succès au niveau de l'esprit entrepreneurial. Maintenant, tous les jeunes vous parlent d'entreprendre, tous les parents rêvent d'outiller leurs enfants pour entreprendre quelque chose. Une ferme, un élevage de poules, la soudure, dans tous les secteurs, et bien, dans tous les projets maintenant aujourd'hui, projets financés par la Banque mondiale, par l'OFIDA, eh bien, il y a toujours un volet entrepreneuriat, mais aussi entrepreneuriat des femmes. Justement, et des jeunes. Justement, je viens d'ailleurs de comprendre qu'est-ce qu'est l'incubation des entreprises. Mais à base des projets que vous avez pu accompagner, il y a PADAN. Ouais. Êtes-vous vraiment satisfait de l'impact que PADAN a laissé? Absolument. Ça fait 5 ans que nous travaillons avec PADAN. Dommage que c'est fini, mais bon, un projet par nature, il a une date de début, une date de fin. Avec PADAN, nous avons identifié au début, avec une étude de marché, les secteurs porteurs, les filières porteurs. Alors, on a choisi, je crois, 7 ou 8 filières, le lait, la poule, les fruits, les légumes, et voilà. Donc, avec ces filières, imaginez-vous, par exemple, un jeune à Makamba, pour ne citer que celui-là, qui a été identifié avec un petit peu de connaissances, parce que à la base, nous identifions des jeunes qui ont une certaine envie, ou tout au moins ont déjà tenté quelque chose. Parce que là, vous avez plus de chances de réussir. Si vous prenez un jeune, je crois qu'il s'appelle Claude, à Makamba, qui avait essayé à un moment donné de faire l'élevage de poules, et quand on lui donne des capacités techniques, à l'aide de ce qu'on appelle les mentors, à l'aide des coachs, business coachs que nous avons sur le terrain, et que ce Claude qui n'avait que 2 ou 3 poules au départ, et qui en a aujourd'hui plus de 1000. 1000 poules. Wow. Poules pondeuses. C'est déjà une histoire de succès. Et bien voilà. Et que lui, non seulement il fait l'élevage de poules, mais il aide d'autres jeunes à démarrer.
a fait la même chose. Il les encadre, il leur donne des intrants ou des aliments de poules pondeuses. Il impacte la communauté, il donne de l'emploi. Non seulement il donne de l'emploi, mais les satellites, les jeunes entrepreneurs qu'il copie, parce que curieusement, c'est là où c'est intéressant, lui, il a intérêt qu'il y ait plus d'éleveurs de poules. Parce que le Makamba devient maintenant un endroit où il faut aller si vous voulez des œufs. Si vous êtes en une boulangerie, vous n'allez pas, je ne sais pas moi, à Chibitoke, quand il n'y a pas assez d'œufs. Mais autant aller à Makamba parce qu'il y a assez d'œufs. Donc, le secteur avicole, à l'époque en tout cas, dépendait trop des importations d'Ouganda, du Rwanda, de Zambie. Mais maintenant, le Burundi, les jeunes Burundais commencent à servir le marché burundais et il n'est pas encore satisfait. On en importe encore. Donc ça, c'est le cas de la poule. Les amarantes, les maracujas, les plumes du Japon. Eh bien, les jeunes maintenant en vivent et ils font vivre d'autres jeunes, surtout les femmes. Donc, voilà, c'est un exemple. Avec Padan, vous imaginez, on a aussi d'autres outils, je pense qu'on va y revenir, mais essentiellement, avec Padan, c'est dans ce secteur, dans cette province, et voilà, les résultats sont palpables. Parlons de chaîne de valeur. Oui. Parce que vous venez d'ailleurs de nous dérouler une histoire de succès qui est vraiment très inspirant. Parlons de chaîne de valeur. Oui. Il y a moyen de capitaliser dans notre province parce que Padan s'est tout simplement intéressé à cette province. Cette province, et pourtant, on a presque 10 ou 18 provinces ou 17 provinces. Maintenant 5, qui vont se scinder en 5. Ouais. Parlons de chaîne de valeur. Il y a moyen de capitaliser avec votre expérience. Absolument. Absolument. Je vais vous donner peut-être d'un exemple. Nous avons un modèle qu'on appelle Vikoba, Village Community Bank. C'est notre point d'entrée. Et notre point d'entrée, ça veut dire que les jeunes viennent et sont regroupés dans les Vikoba, Village Community Bank, c'est-à-dire des groupements d'épargne et crédit. Les jeunes apprennent à épargner, à se donner des crédits, mais c'est avec ces crédits qu'ils vont initier leur petite exploitation, l'élevage de poules, l'élevage de vaches, pourquoi pas, mais aussi la culture. Exactement, la collecte, c'est là où on parle de la chaîne de valeur, parce qu'il y en a qui produisent, il y en a qui sont sur les intrants, il y en a qui sont sur la production, il y en a sur la collecte et la distribution. C'est ça la chaîne de valeur. Maintenant, vous vous posez la question de savoir que ça impacte les autres. On a vu que les communes environnantes ont commencé à apprendre de ce que les autres font. Donc, ce n'est pas sur les communes seulement couvertes par les projets. Il y a d'autres communes qui ont se dit, bon, voilà, aussi, on peut avoir aussi des groupements Vikoba parce que ça marche. Parce qu'ils savent, ils commencent vraiment, ils savent que ce n'est pas les groupements d'épargne et crédit qu'on voit ailleurs, parce que là c'est pour les entrepreneurs, c'est pour les promoteurs d'entreprises. Donc oui, c'est vrai que bon, c'est timide, on ne va pas imaginer que la province de Bururi ou de Moaro qui n'était pas couverte va nécessairement apprendre de la province de Rumongue qui était couverte. Il aurait fallu que d'autres partenaires peut-être nous appuient ou appuient notre structure pour aller dans ces communes, dans ces provinces. Mais les communes environnantes, oui. Mais de là à dire que ça va couvrir tout le pays sans appui technique et financier d'un partenaire, c'est pas facile. Donc, c'est vrai, Padan prend fin. Mais avant Padan, il y avait d'autres projets comme le ProDéfi, d'autres petits projets avec d'autres partenaires. Il y a au moins un autre moyen de pérenniser les acquis. Absolument. Vous faites parce bien à base de Vikoba que vous venez de me parler, peut-être que vous avez d'autres outils. Vous faites bien de ramener l'exemple du ProDéfi. Nous avons travaillé il y a plus de 10 ans avec le ProDéfi, avec une composante emploi jeunes ruraux. Voilà, ça veut dire l'entrepreneuriat des jeunes du monde rural. Le ProDéfi qui a eu le financement du FIDA à l'époque, ils avaient l'habitude de travailler sur des notions d'aménagement rural,
d'aménagement des bassins versants ou d'aménagement des marais avec des coopératives. Ça n'avait jamais été orienté vers le sens de l'entrepreneuriat. Mais avec cette innovation de BBIN, eh ben, nous avons introduit justement l'approche entrepreneuriale et les jeunes avec les Vicoba, avec des initiatives dans ce secteur divers, eh bien, on a pu créer presque 20 000 emplois. Wow. Et c'est avec ce cas de succès que d'ailleurs le FIDA s'est dit, bon, on va maintenant financer un programme dédié uniquement ou essentiellement à l'entrepreneuriat, qui est le PRODER, Programme de développement de l'entrepreneuriat rural. Ah, c'est un programme qui va bientôt qui a déjà commencé. Wow, et qui est en train de démarrer pour couvrir vraiment beaucoup de... Toutes les provinces seront couvertes. Avant c'était 12, maintenant je sais que toutes les provinces, les 5 seront couvertes. Et ça, c'est l'expérience de BBIN. C'est vraiment grâce à BBIN que le FIDA a compris, bon tiens, finalement c'est l'entrepreneuriat qui est plus durable, qui est un modèle de développement plus durable, parce qu'on voit bien que les ateliers de soudure qu'on avait créés à l'époque, les entreprises qui produisent du pain, des farines, des bouillies, ainsi de suite, ils sont encore là. Et maintenant, il faut effectivement, le PRODER va peut-être accélérer ces entreprises, mais aussi incuber d'autres. Donc, c'est vraiment un modèle de développement. On est content que même des projets de la Banque mondiale, de la BAD, ils sont en train de se dire, bon, quand même, au Burundi, c'est en soutenant l'entrepreneuriat qu'on peut espérer créer de l'emploi et pérenniser des entreprises qui vont maintenant, après, contribuer au trésor public, parce qu'il faut aussi que l'État puisse compter sur les recettes de ces entreprises. C'est sûr. Alors, c'est fort probable qu'il y a des jeunes millionnaires qui sont venus de ProDéfi. Hein? Absolument. Absolument. Je ne vais pas citer les noms ici, ils n'ont pas donné l'autorisation. Mais il y a des jeunes millionnaires. Surtout, il y a des jeunes qui se sont dit, au lieu d'attendre, d'attendre indéfiniment que quelqu'un, une ONG, une entreprise publique ou privée ou un gouvernement me donne de l'emploi, se sont dit, ouais, mais je peux créer mon emploi, je peux être mon propre patron, je peux être un employeur, moi aussi. Et c'est ça qui a changé, c'est ça que nous apprécions beaucoup. Et de là, franchement, les jeunes, si tu leur proposes un emploi pour être un enseignant, ils ne vont pas accepter. C'est parce qu'ils savent bien produire, ils savent bien... voilà, être le propre patron, c'est plus intéressant qu'être employé de quelqu'un. Be your own boss. Be your own boss. Alors, revenons sur l'expérience des 15 ans que vous venez de passer avec BBIN. Est-ce qu'il y a au moins un partenariat avec tous ces autres incubateurs que vous nous avez parlé, surtout le Bujahab? Il y a au moins un consortium de ces... Oui. Bon, merci, parce que le BBIN a été le premier à organiser la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Très bon sujet. On l'a fait depuis 2017, je pense, 2018. Et à un moment donné, 2 ans après, à partir de 2020-2021, on a été rejoint par d'autres structures, parce que la mission de créer, la mission d'incuber, d'accélérer, ça ne peut pas être un apanage d'une seule organisation. On a pensé, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a été content, on a été rejoint par d'autres structures, on a même contribué à en créer. Et ils sont là. Maintenant, Bujahab, CEREP, MDE, voilà, à Forger. Il y en a un certain nombre. Et on est en train de se mettre ensemble pour, dans le cadre d'un réseau qui s'appelle BSO, Burundi Innovation and Entrepreneurship Support Organizations. Mais on est là. On s'est dit on doit se mettre ensemble pour vraiment être un réseau, pour être sûr que le jeune de Muyinga, de Mwakiro, de Mugina à Chibitoke puisse avoir accès à ces services de formation, d'accompagnement, de coaching, qu'il y ait des mentors. Et donc c'est dans ce cadre-là
que nous avons mis en place au réseau. Et c'est le réseau maintenant qui organise la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Ce n'est plus seulement BBN tout seul. Et voilà, on est vraiment content d'avoir été rejoint par d'autres. Et c'est la seule manière de s'assurer que la mission sera accomplie. Surtout ça. Alors, quels ont été les défis auxquels vous avez rencontrés avec toute cette expérience? Parce que oui. 15 ans, c'est pas moins. Hein. Bien sûr, les défis, il y en a. Et il y en aura toujours. Surtout les intempéries de 2015. Ainsi de suite. Oui. Vous savez, pour qu'une entreprise évolue, c'est un peu comme un bébé. Voilà. Quand un bébé naît, il faut qu'il trouve un environnement favorable. Il faut que le climat des affaires soit favorable. Le climat politique, vous parlez de 2015, le climat économique, l'environnement régional, les frontières ouvertes, le mouvement des biens et des services, voilà. L'apprentissage, l'enseignement. Maintenant, nous sommes contents déjà, c'est aussi peut-être grâce à BBIN que le gouvernement s'est dit, bon, même au niveau des écoles secondaires, on va enseigner l'entrepreneuriat. Wow. C'est une bonne chose. Maintenant, le jeune, déjà sur le banc de l'école, c'est qu'il n'étudie pas seulement pour trouver un emploi, mais il étudie aussi pour pouvoir créer un emploi pour lui, pour les autres. Donc, les défis, puisque c'est ça votre question, il y en a, et vous savez, le mouvement des biens et services doit être libre, que ce soit au niveau national et au niveau international, régional. La liberté d'entreprendre, c'est un principe qui n'est pas nécessairement bien garanti au pays, parce qu'il y a quand même, bon, je peux vous donner l'exemple de la circulation des camions au Burundi, des véhicules. S'il n'y a pas d'essence, s'il n'y a pas de mazout, les coûts vont être élevés. Et on ne sera pas assez compétitif si nos coûts de production sont trop élevés. Or, idéalement, quand vous êtes une entreprise, vous voulez vendre, certes sur le marché local, mais aussi vous voulez exporter. C'est là où c'est intéressant. Mais si vous voulez exporter et que vous n'avez pas accès libre aux devises, ou vous voulez importer des machines ou des équipements pour produire, et que c'est très difficile d'avoir les devises, ça c'est un défi. Mais heureusement, les entrepreneurs, par nature, sont là pour relever les défis. Ils s'arrangent, ils arrivent à contourner ces défis. Mais quand même, je crois que si on parle de défis, c'est aussi il y a des opportunités. Bien sûr. Il y a des opportunités. Vous savez, au niveau continental, il y a la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. C'est un défi. C'est un défi, mais c'est une opportunité. C'est un défi si on n'est pas prêt à faire face à cette concurrence qui pourrait venir plus tôt qu'on l'imagine. De toute façon, le Burundi a déjà signé, d'autres pays ont signé, c'est peut-être pas encore très opérationnel, mais c'est vraiment un défi posé aux entreprises du Burundi qui ne savent pas faire face à la concurrence. Mais c'est une opportunité parce que nos jeunes pourront vendre facilement à un marché plus élargi. Et voilà, donc le défi, il y en a, mais l'entrepreneur est bien préparé plus que d'autres, en tout cas plus que les salariés, pour faire face à ces défis. Voilà, je reviens sur l'un des sujets, des événements phares que BBN organise, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Oui. Qu'est-ce qu'est la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat? Parce que ça va faire bientôt plus de 6 ans que vous organisez ce genre d'événement. 9 ans. Oui, parce que 2017, on est en 2015, c'est la 8e année. Oui. D'abord, c'est un événement planétaire, en principe, qui s'organise dans tous les pays au mois de novembre, quelque part mi-novembre. C'est une manière de célébrer l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, comme je vous le dis, derrière tout ce que vous voyez devant vous, les chemises que vous portez, les micros, tout ce que vous voyez ici, c'est un entrepreneur qui a pensé
à mettre sur le marché un produit, un service de nature à résoudre un problème ou à satisfaire un besoin d'un consommateur. C'est ça l'entrepreneuriat. Maintenant, qu'il y ait une semaine pour célébrer l'entrepreneur, pour le mettre à l'honneur, on a tardé. D'autres le font depuis 2008. Ah bon? On a rejoint le mouvement en 2018. Mais c'est vraiment un moment de dire, eh bien, qui sont les acteurs de l'écosystème entrepreneurial? Que font les banques? Que font le gouvernement? Que font les universités? C'est vraiment une manière de rappeler les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Parce que, comme je disais, l'entrepreneur, c'est comme un bébé. Un bébé doit naître, quand il est né, il doit trouver un centre de santé, il doit trouver, tout ce qui doit l'aider à croître. Voilà, il faut qu'il soit assisté jusqu'à ce qu'il soit à un niveau il peut autonome, peut voler de ses propres ailes. Même l'incubation, c'est ça. C'est pas censé rester un entrepreneur à une période d'incubation, d'accélération, puis après, il peut voler de ses propres ailes. Donc, la Semaine mondiale, nous sommes contents de compter sur des partenaires. Je dois avouer qu'il y a aussi, c'est au moment où on met en valeur des concours de plans d'affaires pour chez nous. On va y revenir. Voilà. Mais il y en a d'autres qui, les MDE va peut-être faire apparaître son modèle de coaching. Tout, c'est au moment vraiment de montrer. Et surtout, c'est le moment de mettre en valeur les produits, parce qu'il y a une foire, exposition. C'est là où les jeunes apportent, montrent sur le marché, proposent sur le marché aux consommateurs ce qu'ils ont pu produire par leur innovation. Et voilà, donc comme je disais, c'est BSO qui organise maintenant en partenariat avec le gouvernement, et Paège est là aussi, donc le FINWAP aussi. Donc, nous sommes vraiment contents que, sans oublier surtout Enabel. C'est Enabel qui a financé pratiquement 80% de la Semaine mondiale de l'année dernière. Et cette année aussi, nous pouvons compter sur l'appui de Enabel. Mais d'autres structures, les banques, Bancobu, Interbank, la Brarodi aussi est intéressée d'être là pour soutenir cet écosystème entrepreneurial. C'est grâce à cette semaine que tout le monde se retrouve et converge vers l'appui à l'entrepreneur et qu'on le célèbre. Et c'est surtout à ce niveau-là que les entrepreneurs potentiels se disent pourquoi pas. Kazoza, qui est partenaire aussi, Kazoza FM, je veux dire, et qui est partenaire de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la voix porte jusque dans le fin fond des bananeraies. Et le jeune qui écoute se dit, waouh, pourquoi pas moi? J'avais une idée, j'avais une idée de transformer les feuilles de bananerie en papier. Il y a des idées farfelues au début, mais qui arrivent à être mises en valeur. Justement, je reviens sur Chica Award. C'est une compétition de plans d'affaires qui va faire plus de 10 ans. Oui, depuis 2011, 15 ans aussi. Et il se pourrait qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui deviennent des millionnaires à présent, ou même des milliardaires qui sont passés par Chica. Quel a été réellement l'impact? D'où est venue l'idée de Chica Award? De Chica Award, c'était vraiment dès la création de BBIN en 2011. On a eu le premier concours en 2011. Ça va faire donc 15 ans. C'est vrai, il y a une interruption en 2015 pour des raisons que vous connaissez, surtout à cause du départ d'un appui technique de l'époque, BD Network, financé par les Hollandais. Le projet était terminé. Bon, il a fallu se repenser et de ramener Chica Award sur le tapis en 2017-18. Donc, oui, Chica Award, c'est vraiment un concours qui fait appel à des jeunes qui ont des idées, mais surtout qui ont déjà commencé quelque chose, mais quand même assez innovant. On ne va pas vous demander de venir montrer
un produit importé. Non. Mais si vous avez une idée d'une chemise que vous fabriquez vous-même, ou si vous avez une idée, souvent maintenant, quand même, on s'intéresse à des secteurs bien précis. L'année passée, c'était l'économie verte et circulaire. Les entrepreneurs capables de protéger l'environnement, de proposer des produits de nature à protéger l'environnement, eh bien, ils étaient les bienvenus. Donc, c'est un concours qui prime l'entrepreneur le plus innovant, c'est lui qui, par exemple, qui fabrique des chips de patates douces, de pommes de terre, pardon. Alors, si vous vous imaginez cette jeune femme qui a gagné il y a 2 ans, je pense, et qui propose les chips. Les chips, ils ont été primés. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur transforme les tonnes et des tonnes de pommes de terre produites par les paysans pour que ces pommes de terre trouvent un marché. Parce que c'est difficile d'exporter les pommes de terre, mais on peut exporter des produits valorisés qui sont les chips. Donc, quelqu'un comme ça est primé justement parce que c'est une idée innovante. Je vais donner qu'un exemple. Et ceux qui ont été primés l'année dernière par les Nabel, je n'ai pas souvenir nécessairement. Mais c'est encore une fois un produit, par exemple, se transforme les jacinthes d'eau pour que cette plante n'envahisse pas le lac Tanganyika. C'est un exemple de quelqu'un qui a pensé à ce produit en transformant la jacinthe d'eau dans des produits artisanaux de décoration. Donc, pour revenir à votre question de Chica Award, chaque année, cette année, nous avons aussi lancé un appel. J'espère que les candidatures sont ouvertes et vont être bientôt clôturées. Et chaque année, nous primons 3 minimum. On peut aller à 5, ça dépend de celui qui a financé. Mais l'entrepreneur qui reçoit 5 millions, ou 3 ou 2, eh ben, il peut en faire bon usage. C'est un levier qui peut pousser le jeune vraiment en tout cas à contribuer au financement, mais surtout à la visibilité. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui gagne le concours, eh ben, il intéresse les investisseurs potentiels, il intéresse les banquiers, et voilà, donc il est vraiment mis en lumière, et c'est très intéressant. À part Chica, il n'y aurait pas d'autres programmes que vous avez à l'interne dont peut-être vous financez ou même vous auriez d'autres partenaires, à part aussi ces projets de développement dont vous avez des partenaires soit financiers ou techniques? Oui. J'ai dû entendre Wanziki. Qu'est-ce que Wanziki? Merci beaucoup. Ce n'est qu'un exemple. Vous savez, avant de revenir sur Wanziki, j'ai dit que la mission de BBIN, c'est de susciter l'esprit entrepreneurial, mais c'est aussi de donner les compétences en matière de gestion financière, gestion comptable, gestion des ressources humaines. Parce qu'une entreprise doit être bien gérée pour résister au choc. Voilà. Et il faut vraiment une bonne discipline financière. Mais il y a des capacités, il y a des techniques de gestion d'une entreprise, d'approvisionnement, marketing. Tout ça s'apprend. Bien sûr. Alors, BBIN vient de mettre en place un centre de formation qui s'appelle Business Entrepreneurship Academy, donc BENAC. C'est ce centre qui va vraiment s'occuper, en dehors des projets, qui va s'occuper de la formation, de la capacitation des jeunes entrepreneurs qui peuvent avoir besoin vraiment d'avoir des soutien de formation. Exactement. Maintenant, en dehors de plutôt de l'entrepreneuriat, nous avons pensé aussi à l'employabilité. Parce que les jeunes qui terminent les programmes universitaires n'ont pas toujours les connaissances nécessaires sur des compétences transversales. Justement, vu que même l'entrepreneuriat, on ne l'enseignait pas à l'époque, à l'école secondaire. Voilà. Donc le jeune a besoin de compléter sa formation universitaire par des techniques de négociation, parler en public, parler un peu d'anglais. Vous savez, comme je disais, je parlais de la zone d'échange continentale, la ZLECAf. Bientôt, on n'est pas à l'abri, ce serait même une bonne chose à la limite,
on n'est pas à l'abri des investisseurs étrangers qui vont venir s'implanter au Burundi. Sûrement. Pour, maintenant qu'on a le chemin de fer bientôt, maintenant qu'on a une région politiquement apaisée, on va dire, mais le lac Tanganyika, il y a plein d'opportunités d'affaires au Burundi. Et ça va attirer des investisseurs étrangers. Et ces investisseurs étrangers vont avoir besoin d'employés. D'employés qui ont des connaissances. Compétents. Compétents, voilà. Vous savez, si la Chine se développe aujourd'hui, la Corée du Sud, tous les pays d'Est asiatique, ben, ils ont reçu des investisseurs américains, occidentaux, qui ont été intéressés par le potentiel. Voilà, ils voulaient de la main-d'œuvre pas chère, voilà. mais capable. Et compétent. Et compétent. Maintenant, le textile est en train de venir en Éthiopie pour chercher justement la main-d'œuvre éthiopienne. Ça va descendre. Donc, ce n'est pas seulement le textile, mais il faut bien pouvoir communiquer, dialoguer, un peu d'anglais. Négocier aussi. Négocier. Donc, c'est pour ça que BBN s'est dit, bon, on peut aussi préparer ces jeunes à rédiger un CV, à voir comment se présenter. Pas seulement commencer, bon, avant se présenter en plan d'affaires, parce que ça aussi, Chika, j'avais oublié de le dire. On donne des formations sur comment préparer un plan d'affaires et le présenter en public. Maintenant, on donne aussi des capacités aux employés potentiels, parce que aussi, n'oubliez pas que les entreprises que nous créons ont besoin des employés, des employés compétents. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place Wanziki pour dire jeune homme, jeune fille, vous avez quoi à offrir? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous avez à offrir sur le marché? Ce n'est pas seulement de chercher un emploi. Ce n'est pas avec un diplôme. Le diplôme n'est pas assez. Qu'est-ce qu'il y a derrière le diplôme? C'est ça que l'employeur veut. C'est des compétences. Donc, nous enseignons ça dans ce programme. On reçoit à peu près une vingtaine ou peut-être 2 sessions, dont une quarantaine chaque année. Voilà, c'est notre contribution à la communauté. Parce que ça, ce n'est pas financé par les bailleurs. Voilà. C'est en interne. Alors, qu'en est-il de... Bon, je ne sais pas si je vous coupe la parole. Non, c'est bon. C'est plutôt qu'en est-il de Biawe? Biawe. Merci. Je suis content que vous ayez ramené la question de Biawe. Biawe, c'est pour les femmes entrepreneurs. Wow. C'est Business Incubator for Women Entrepreneurs. Dans le textile, chez nous. Donc, c'est un atelier, c'est un incubateur spécialisé dans la couture, mais pour femmes entrepreneurs. Maintenant, on ouvre la possibilité aux handicapés, donc des femmes, des personnes défavorisées, et qui peuvent venir apprendre le métier. On est content d'ailleurs qu'il y a des partenaires qui sont intéressés vraiment à outiller, à appuyer ces personnes dans la formation. Les partenaires, c'est notamment la Bankobu, nous avons des fonds de la Bankobu, de CRDB, de la coopération monégasque, pour appuyer vraiment les femmes chefs de ménage pour avoir un métier. Donc, c'est un métier quand même qui rapporte. Ça veut dire que si vous avez une machine à coudre, vous avez les compétences, vous pouvez très bien nourrir votre famille. Donc, chaque année, ça fait quand même depuis 2021, je serai ingrat de ne pas citer le Royaume d'Espagne qui a initié ce programme au niveau africain. Au niveau africain, le Burundi fait partie des 4 pays de l'Afrique de l'Est. Il y en a 4 en Afrique de l'Ouest, les 4 pays en Afrique de l'Est, Burundi, Kenya, Eswatini, le Soudan, qui a eu des difficultés. Mais c'est l'idée. L'idée, c'est de dire l'incubation, c'est de dire une jeune femme qui est handicapée, je dis ça comme, chose comme ça, qui est à Kinama, peut venir être formée au BBIN, avoir les compétences pour produire, faire une chemise, un costume, voilà. Vraiment, au bout de 3 mois, les bonnes femmes, avec l'appui aussi des partenaires comme la JRS, qui peuvent, des réfugiés congolais qui ont bénéficié de ce programme, des femmes et qui sont très contents, qui en vivent. Donc, les femmes de Kinama, de Kamenge, de Gihosha, qui peuvent venir en formation chez nous, payer, parce que c'est financé finalement, voilà. C'est ça, par la Bankobu, et d'autres partenaires que je ne cite pas, voilà, et qui peuvent être incubés
outillés, appuyés avec un équipement, ce qu'on appelle un kit de démarrage. Et bien voilà, c'est notre contribution à la communauté. Sûrement. Alors, à part toutes ces formations qui sont apparemment théoriques, il se peut qu'il y ait un projet dénommé Skill Up. Oui. Et qui paraît un peu technique. D'accord. Et c'est bel et bien le sujet qui pourra intéresser d'ailleurs pas mal de jeunes, parce que à présent, il faut que les jeunes soient pratiquants. Merci. Je vais mettre ça dans le contexte. D'ailleurs, on tient à rappeler aux auditeurs qu'il y aura même des témoignages des bénéficiaires qui ont bénéficié de ce genre de D'accord, merci. Alors, au Burundi, il y a dans les communes au moins un centre d'enseignement des métiers. Voilà. CM. Et des fois, pour les 2-3 communes, il y a un centre de formation professionnelle. Sur tout le territoire national. Sur tout le territoire national. Wow. Imaginez-vous que dans chaque commune, il y a au moins un CM, des fois 2. Donc, vous pouvez multiplier, nous avons à peu près 200 CM. Et sur ces centres-là, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont étudier le métier. Des fois, avec des difficultés d'accès au matériel de formation, aux équipements de formation, aux outils didactiques. Maintenant, avec l'appui de l'Union européenne, notamment, et de Weltunga Hilfe et d'autres bailleurs, ils se sont dit, bon, si on veut vraiment développer l'entrepreneuriat, il faut aller au-delà de la théorie, comme vous dites. Voilà. Il faut appuyer celui qui connaît un métier. Voilà. La menuiserie, l'agribusiness, la couture, la soudure. Ce jeune entrepreneur, potentiellement entrepreneur, si en plus de la formation technique, la personne reçoit des formations en entrepreneuriat, ce qu'on appelle l'insertion professionnelle devient garantie. Parce que le jeune, quand il reçoit cette formation, c'est de base technique et théorique, eh bien, il est capable de proposer un produit ou service dans la communauté. Mais il faut qu'il soit outillé même, voilà, sensibilisé, qu'il peut, pas seulement, il ne va pas chercher un emploi, mais il peut aussi créer sa petite entreprise dans sa communauté. Skill Up à Kirundo, dans 3 communes, c'est son modèle. Nous avons à Muramvya, Bujumbura, et aussi Bobanza, voilà. Alors, les centres d'enseignement des métiers deviennent des points d'entrée pour BBIN. Ils deviennent des partenaires de BBIN avec un financement, évidemment, de l'Union européenne ou de l'ENABEL, et ainsi de suite. C'est ça qui va changer sincèrement l'image de Burundi. Parce que tous ces centres-là ils vont non seulement former de manière formelle, à délivrer des certificats, mais nous avons aussi ce qu'on appelle une approche non formelle. Ça veut dire que les jeunes qui n'ont pas nécessairement eu la chance d'aller à l'école, parce que les CM, il y a des conditions d'entrée, on va terminer la 9e. Voilà. Mais on se dit, bon, il y a aussi moyen de certifier toute personne désireuse d'apprendre un métier, même si la personne en question n'a pas eu la chance de fréquenter l'école formelle. Donc, c'est des milliers d'emplois qu'on va créer avec ça. C'est des employés capables d'être employés par les chemins de fer. Bien sûr. Et par tous les... Imaginez-vous, encore une fois, les entreprises qui vont s'installer ici, qui vont avoir besoin d'employés, mais bien formés, bien outillés. Mais sincèrement, merci d'avoir ramené le Skill Up, qui est à Kirundo, dans 3 communes, Kirundo, Nhega et Kambarangwe. Et voilà, on est encore au début. Je sais que ENABEL, l'Union européenne, c'est à peine une vingtaine de centres d'enseignement des métiers qui sont appuyés. Mais les besoins sont immenses. Donc on est à moins de 10% des besoins dans tout le pays. Et vous pouvez imaginer si on avait des partenariats, des financements d'autres bailleurs qui pourraient nous emboîter le pas pour franchement aider, appuyer, pas aider, j'aime pas le mot aider, appuyer les jeunes qui sont désireuses de mettre en pratique les théories apprises à l'école, mais surtout, j'allais oublier, surtout d'appuyer ces centres qui sont publics, qui sont sous-financés aujourd'hui, qui n'ont pas nécessairement le matériel didactique qu'il faut,
bon, voilà, les kits solaires, tout ça. Donc, parlant de solaire, par exemple, c'est aussi un projet de Banque mondiale qui appuie les entreprises qui sont dans le solaire. Voilà. Sincèrement, il y a le terrain est vierge et heureusement qu'au-delà de BBIN, il y a d'autres structures, membres du BSO ou non, qui sont vraiment en train de toucher tout le pays. Enfin, on n'y est pas encore. Ouais. Peut-être qu'il y a encore il y a du travail à faire. Voilà. Alors, quel message aimeriez-vous donner aux jeunes gens qui n'ont pas encore embrassé la carrière entrepreneuriale, mais qui ont encore le potentiel? Alors, c'est vrai que on ne peut pas imaginer que tout le monde, les millions de jeunes vont tous être entrepreneurs. Pas du tout. Mais il y a des jeunes un peu partout. Et quand je parle de jeunes, je ne vais pas oublier les personnes qui sont en pré-retraite, les personnes qui se retrouvent au chômage parce qu'ils ont été renvoyés, parce qu'ils ont les militaires qui terminent leur carrière à 45 ans, qui sont encore la force de travail. Et le message que je vais envoyer à ces jeunes qui terminent, ou même qui sont encore sur le banc de l'école, et ne doivent pas nécessairement penser à trouver un emploi quelque part. S'ils en trouvent, tant mieux. Mais l'opportunité est là. Il y a une troisième voie, une deuxième voie, on va dire, c'est vraiment l'option d'entreprendre. C'est possible. Vous en avez les moyens, les capacités. N'allez pas dire « j'ai pas de capitaux, j'ai pas de financement ». Non. Le capital, le plus important, c'est votre tête, c'est vos mains, c'est ce que le bon Dieu vous a donné. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Tout est encore vierge. Je veux dire, l'élevage de poules, l'élevage de lapins, et tout est à faire. Vous pouvez planter des avocats. Tout ce que vous faites, si vous le faites comme un entrepreneur, en pensant au marché, en pensant aux clients, bien sûr, en faisant tout pour satisfaire les besoins du client. Et c'est là où vous devez être appuyé par une structure comme BBIN ou d'autres structures, paillage. Mais franchement, c'est possible. Je terminerai pour le message. C'est vraiment, je vous l'avais dit, je pense, c'est le modèle de développement le plus durable. Parce que vous êtes appuyé au début, pendant un certain nombre de mois ou d'années, mais après, vous avez la capacité de voler de vos propres ailes, de vendre sur le marché. Et le marché n'est pas seulement national. Pas du tout. Il est régional et international. Sûrement. Il y a bien des produits que le monde entier voudrait du Burundi. Ce n'est pas seulement le café. C'est le piment. Il y a des références régionales. Des gens, même les paniers se vendent aux États-Unis. Il y a bien des choses que le Burundi peut offrir au reste du monde, au lieu de continuer à importer. Il y a des choses qu'on ne devait pas vraiment importer, qu'on pourrait fabriquer ici, mais voilà, pour le jeune, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Cherchez un appui, cherchez un coach, cherchez un mentor, et ça, vous trouverez au BBIN. Sûrement. Voilà, avant de mettre à terme notre émission Kichui Chaye, on tient à souhaiter un bon anniversaire de 15 ans au BBIN, à tout le staff et surtout le directeur qui a bien représenté l'organisation. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Kazoza FM, c'est ici que s'achève notre émission spéciale qui était dédiée au projet PADAN et à l'incroyable travail réalisé par BBIN et ses partenaires en faveur de la jeunesse entrepreneuriale au Burundi. Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà.